Le vieillissement de la population active et l'augmentation des maladies chroniques posent un défi majeur pour les entreprises. D'ici 2025, un quart de la population active sera affectée par une maladie chronique évolutive. Face à cette réalité, les entreprises doivent envisager des mesures pour maintenir en emploi un maximum de salariés concernés, réduire la pénibilité des tâches et améliorer les conditions de travail. Bonjour Michel, peux-tu nous parler des enjeux de l'inaptitude pour l'entreprise ? Les enjeux pour l'entreprise sont avant tout humains, bien sûr, mais il y en a d'autres, à commencer par des enjeux sur le plan juridique, et notamment dans les petites entreprises où les dirigeants ont peur de faire une erreur dans la procédure et que cela débouche sur une procédure prud'homale. Il y a aussi des enjeux au niveau économique, avec la question du coût du licenciement comme coût direct, mais aussi des coûts indirects liés à l'absentéisme et au coût de remplacement. Et enfin, il y a des enjeux plus RH qui ont à voir avec l'attractivité et la fidélisation dans l'entreprise. Peux-tu nous parler de la procédure d'inaptitude ? La procédure d'inaptitude est parfaitement cadrée au niveau juridique et elle est clairement définie par le Code du travail. Donc, son prononcé est une des prérogatives du médecin du travail, mais la procédure elle-même implique 3 acteurs, le médecin du travail bien sûr, l'employeur et le salarié lui-même. Et à l'évidence, la qualité des relations au sein de ce trio a un impact clair sur le déroulement et la fluidité de la procédure et le risque en fait de conflit au final et de conflit prud'homal. Y a-t-il des étapes préparatoires à respecter ? Il y a des étapes préparatoires importantes à respecter dans la procédure afin de la sécuriser sur le plan juridique. Ça commence bien sûr par un examen médical et une évaluation médicale et donc il faut que les employeurs aient bien la certitude qu'il n'y a pas d'inaptitude prononcée sans qu'un dossier médical sérieux soit constitué. Ensuite, la procédure exige la réalisation d'une étude du poste de travail, car l'inaptitude n'est pas une inaptitude au travail au sens large, mais une inaptitude aux conditions particulières du poste de travail que le médecin du travail doit connaître. Et c'est bien le constat de l'inadéquation entre l'état de santé du salarié et ses contraintes professionnelles qui peut déboucher sur un constat d'inaptitude. Et ensuite, l'inaptitude ouvre une obligation de reclassement pour l'employeur et donc il y a une étape d'échange préalable entre l'employeur et le médecin du travail pour envisager les conditions de travail et la diversité des postes existants dans l'entreprise pour amorcer la procédure de reclassement en priorité sur le poste déjà occupé, mais éventuellement sur un autre poste de l'entreprise, que ce soit un poste déjà existant ou un poste à créer. Lorsque toutes ces conditions ont été remplies, le médecin du travail et lui seul, dans l'équipe pluridisciplinaire, peut prononcer l'inaptitude au cours de n'importe quel examen médical, à l'exception de la visite de pré-reprise. À quelle occasion est prononcée l'inaptitude ? Au niveau de la temporalité, plus de 80% des inaptitudes sont prononcées à l'occasion d'une visite de reprise, après un arrêt. Et c'est bien là que se situe le problème, puisqu'il n'est pas rare que le médecin du travail et le chef d'entreprise découvrent sur ce moment la problématique, ce qui leur laisse très peu de temps pour construire une solution viable. Donc l'enjeu pour nous est d'essayer de mobiliser d'autres outils qui nous permettraient d'agir en amont de la reprise, afin de disposer du temps nécessaire à la construction d'une solution, puisque la construction d'une solution prend souvent plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Quels sont les outils qui peuvent être mobilisés ? Il existe depuis longtemps un outil qu'on appelle la visite de pré-reprise, qui a la particularité de ne pas pouvoir être mobilisée par le chef d'entreprise. Elle peut être demandée par le médecin conseil de la sécurité sociale, le médecin traitant, le salarié lui-même ou éventuellement le médecin du travail. C'est une visite qui se déroule pendant un arrêt maladie dont la durée a excédé 30 jours. Ça permet au médecin du travail de prendre connaissance du problème de santé en amont de la reprise. Et donc, à l'issue de cette visite, le médecin du travail ne peut pas rendre une décision médicale. Par contre, si le salarié ne s'y oppose pas,
il peut prendre contact avec l'employeur, évoquer les difficultés prévisibles à la reprise dans le respect du secret médical, bien entendu, avec l'employeur, et commencer à travailler aux solutions possibles pour maintenir le salarié à son poste ou dans l'entreprise, et ce, éventuellement, avec l'aide d'un membre de l'équipe de Prévalis ou éventuellement de partenaires extérieurs comme Cap Emploi. Ensuite, la dernière réforme de santé au travail en 2021 a fourni à l'employeur et aux salariés un nouvel outil qu'on appelle le rendez-vous de liaison. Et donc, pour la première fois, l'employeur peut, de façon sécurisée au niveau juridique, prendre contact avec le salarié et lui proposer un rendez-vous pendant son arrêt de travail et lui proposer une rencontre pour évoquer les difficultés éventuelles à la reprise. Le rendez-vous de liaison peut être sollicité soit par l'employeur, soit par le salarié, mais il faut savoir que pour l'employeur, il y a une obligation d'information du salarié à partir du moment où l'arrêt de travail excède 30 jours. Si le salarié accepte de venir au rendez-vous, ce qui n'est pas obligatoire pour lui, à ce moment-là, ils peuvent évoquer la problématique et commencer à travailler à une solution de maintien. Le service de prévention et de santé au travail fournit à l'employeur des documents qui peuvent être utiles, comme des informations sur la visite de pré-reprise, sur la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, sur des choses qu'on appelle les essais encadrés. Cela peut, pour l'employeur, alimenter le contenu de l'entretien, et ça lui fait aussi des documents qu'il peut remettre au salarié. L'employeur, comme le salarié, peuvent demander au service de santé au travail de participer à ce rendez-vous, mais ça n'est pas obligatoire. Par contre, le service de santé au travail doit être informé de la tenue de ce rendez-vous. Il existe notamment un autre outil qui s'appelle l'essai encadré. C'est un moyen de faire un essai sur le poste aménagé ou sur un autre poste pendant l'arrêt de travail, donc sans interruption des indemnités journalières. J'imagine, Michel, que la procédure doit respecter un certain formalisme. Peux-tu nous en parler ? L'inaptitude doit être formalisée par un écrit qui doit comporter obligatoirement les capacités résiduelles du salarié ou les possibilités de reclassement dans l'entreprise. Ça, c'est le cas le plus fréquent, mais dans un certain nombre de cas, le médecin peut cocher une mention légale qui dédouane l'employeur de rechercher un reclassement. La date de notification de l'avis à l'employeur et au salarié permet de déterminer le point de départ du délai de 15 jours pour contester l'avis d'inaptitude devant le Conseil des prud'hommes. Les délais et les voies de recours, d'ailleurs, sont toujours indiqués sur le bas du document d'inaptitude. L'employeur, en général, se rapproche de ses conseils juridiques et le salarié, lui, peut se renseigner au sujet de ses droits auprès des différentes permanences qui existent dans les mairies ou dans d'autres lieux. À partir du prononcé de l'inaptitude, deux cas de figure se présentent. Le plus souvent, l'obligation pour l'employeur de rechercher à reclasser le salarié en se basant sur les préconisations du médecin du travail, et dans un nombre plus limité de cas, être dispensé de la recherche de reclassement par la formule cochée par le médecin du travail. L'inaptitude suspend pour un mois l'obligation de versement de salaire pour le salarié, mais ce n'est pas un arrêt de travail. Donc le salarié déclaré inapte ne peut plus occuper son poste, mais il n'est pas obligatoirement en arrêt de travail. En fonction de ses droits, il peut être placé en congé ou en RTT, mais s'il n'a aucun de ses droits, il peut très bien ne rien percevoir. L'employeur, au bout d'un mois, n'a pas l'obligation d'avoir trouvé une solution, soit de reclassement, soit de licenciement. Par contre, si au bout d'un mois, il n'a fait ni l'un ni l'autre, il est tenu de reprendre le versement des salaires. Le médecin du travail n'a pas la compétence pour se prononcer sur le caractère professionnel ou non professionnel d'une inaptitude médicale. Cette décision revient à l'employeur au moment du licenciement ou en cas de difficulté au Conseil des prud'hommes. Une inaptitude professionnelle est en lien avec un accident du travail ou de trajet ou une maladie professionnelle reconnue par la sécurité sociale. En cas de licenciement, c'est l'employeur qui doit décider du doublement ou pas de l'indemnité légale de licenciement. En cas de désaccord entre le salarié et l'employeur sur la prise en compte du caractère professionnel de l'inaptitude, chacun peut saisir le tribunal des prud'hommes et c'est cette instance qui va trancher car c'est la seule compétente pour le faire. Et pour conclure, Michel ? On peut dire qu'en 2023, chez Prévalis, nous avons prononcé un peu moins de 3000 inaptitudes, alors que nous avons préconisé environ 15 000 aménagements de postes. Donc, ce qui montre bien que notre action
la plus fréquente, c'est d'essayer d'aménager le poste et que l'inaptitude ne survient qu'après un échec d'aménagement. Un de nos enjeux, c'est un repérage précoce des signes de désinsertion professionnelle, de façon, éventuellement avec l'aide de notre cellule maintien dans l'emploi, de pouvoir, le plus tôt possible, commencer à construire des solutions de maintien dans l'emploi sur le poste ou sur un autre poste. En parallèle, nous observons des inaptitudes à répétition sur certains postes. Et donc, ça pose bien une question collective que nous pouvons être amenés à essayer de traiter, là aussi avec l'aide de la cellule de prévention de la désinsertion professionnelle, avec une logique de conseil pour l'amélioration des conditions de travail et de réduction de la pénibilité des postes, de façon à ce que les postes deviennent accessibles au maximum de salariés, quel que soit leur état de santé. Et donc, au final, on peut dire que toute cette question, c'est une question de co-construction entre le service de santé au travail et ses équipes, le salarié et l'employeur, à la fois pour agir au niveau collectif et réduire les éléments de pénibilité sur les postes et améliorer les conditions de travail, et sur l'élaboration de plans individuels de maintien en emploi, avec l'aide d'outils institutionnels et de partenaires extérieurs, et que tout ça devrait permettre de maintenir le plus en plus de salariés, y compris des salariés malades ou proches de l'âge du départ à la retraite, de façon à leur permettre de finir leur carrière dignement et tout en restant actifs jusqu'à l'âge plancher de la retraite. Et donc, dans ce contexte, il faut bien retenir que l'inaptitude n'est pas une finalité, mais éventuellement un moyen qu'on peut mobiliser pour le maintien. Merci Michel. Bonjour Gwenaëlle, tu fais partie de la cellule de prévention de la désinsertion professionnelle. Peux-tu nous en parler ? La cellule de prévention de la désinsertion professionnelle coordonne la prise en charge des salariés dont l'état de santé peut occasionner un risque de perte d'emploi. Lorsque ce risque est repéré par l'équipe médicale, le salarié est orienté vers la cellule de prévention de la désinsertion professionnelle afin d'éviter la rupture avec l'emploi. Quelles sont les missions de la cellule PDP ? Nos missions consistent à accompagner individuellement les salariés concernés en lien avec l'équipe médicale et de se coordonner avec les acteurs du maintien pour mener à bien un plan d'action qui est défini sur un ou plusieurs axes. Soit le maintien au poste avec ou sans aménagement, soit le reclassement dans l'entreprise, soit la reconversion professionnelle. Pour cela, nous travaillons en collaboration avec l'employeur. Les premiers échanges permettent d'enclencher la réflexion autour du maintien au poste dans l'entreprise, du reclassement, de l'accompagnement à la reconversion. Nous initions le dialogue et présentons les dispositifs, les aides auxquelles l'employeur peut prétendre, en tenant compte des besoins de l'entreprise à l'instant T, mais également des besoins futurs pour accompagner l'évolution professionnelle. Quels sont les plans d'action mobilisables ? Les plans d'action sont co-construits afin que ce soit gagnant-gagnant pour toutes les parties. Au niveau individuel, il est important de repérer précocement ces situations afin d'avoir le temps de mettre en place les actions et de mobiliser les outils adaptés en sollicitant l'appui de nos partenaires du maintien emploi tels que la CARSAT, les Cap Emploi pour les personnes en situation de handicap, la MDPH qui est la Maison départementale des personnes handicapées. Quels sont les outils ? Les outils que nous utilisons sont les outils de l'assurance maladie, comme les essais encadrés, qui sont des périodes d'immersion pouvant être effectuées pendant un arrêt de travail avec maintien des indemnités journalières. Ces essais encadrés permettent de remettre le salarié en conditions réelles de travail, soit sur son poste de travail, soit sur un autre poste dans l'entreprise, voire même dans une autre entreprise. Ça lui permet aussi de le préparer à un réaccueil dans l'entreprise et à le sortir de son isolement du fait de son arrêt de travail en le remettant dans une dynamique collective. On a aussi la convention de rééducation professionnelle en emploi signée entre l'employeur, l'assurance maladie et le salarié qui permet au salarié de bénéficier d'une action de formation pendant son contrat de travail
afin qu'il soit plus à l'aise sur un poste et qu'il acquiert des nouvelles compétences. Et en partenariat avec le Cap Emploi, on va solliciter les aides et les dispositifs de l'AGEFIP. Dans le cas où le maintien en emploi ou le reclassement ne pourrait pas se faire, nous allons aller vers une reconversion et nous accompagnons le salarié sur les dispositifs de reconversion tels que le CPF, donc création du compte quand celui-ci n'est pas créé, donc le compte personnel de formation, les dispositifs de définition de projets professionnels comme le bilan de compétences, l'aide par le biais du conseil en évolution professionnelle. On va avoir l'utilisation aussi des dispositifs de transition pro. Nous accompagnons le salarié dans ses démarches de reconversion en l'orientant vers le dispositif adéquat. Nous œuvrons pour maintenir le salarié dans l'emploi et éviter toute rupture en collaboration avec l'employeur, l'équipe médicale et les acteurs du maintien. Notre objectif est donc d'éviter l'inaptitude, mais parfois il est nécessaire qu'elle soit déclarée pour permettre aux salariés soit un reclassement interne, soit le reclassement externe. Outre les accompagnements individuels, la cellule PDP mène également des actions collectives auprès de secteurs d'activité et de branches professionnelles qui font face à de nombreuses inaptitudes. Le repérage du risque et surtout de l'impact du travail sur la santé permet de définir des actions de prévention. La sensibilisation à la prévention de la désinsertion professionnelle proposée aux employeurs et aux salariés peuvent permettre de diminuer les risques professionnels et par conséquent la rupture avec l'emploi. Et pour conclure, concernant la cellule PDP en 2023, 2/3 des salariés sont sortis du dispositif avec une solution positive. 1/3 de nos accompagnements ont permis le maintien en emploi, le reclassement, la recherche de contrats d'alternance ou la création d'activités. Un autre tiers sont rentrés en formation. Nous évoluons dans un secteur qui est souvent réformé, mais il y a quand même une constante dans notre mission. Notre objectif est de préserver la santé des salariés au travail. merci Gwenaëlle.